Bonjour à tous, je suis Jérôme Fauconnet, je suis le président de FISA et je suis l'expert sur tout ce qui touche au calcul réglementaire. Visual TTH, donc notre outil de calcul énergétique, qui intègre les différentes réglementations thermiques et qui permet de faire du calcul du bilan thermique et de la STD. Donc permet de faire du bilan thermique et de la STD, je viens de dire, donc calculer des déperditions sur les normes européennes. Donc ça, il n'y a pas à y déroger puisque c'est la norme applicable en France. Il fait du calcul de charge de climatisation sur base du moteur Énergie Plus, c'est un moteur de calcul, le moteur de calcul le plus avancé en matière de bilan thermique. On pourrait l'intégrer bien sûr pour le calcul des déperditions, mais la norme ne nous permet pas d'utiliser un cœur de calcul type Énergie Plus pour faire de la DPR. Par contre, pour la climatisation, il n'y a pas de souci. Voilà. Et pareil, on utilise le même moteur aussi pour faire de la STD. Au point de vue calcul réglementaire, le logiciel est capable encore de faire les anciennes réglementations de 77 à 2005, qu'on n'utilisera peut-être plus aujourd'hui, quoi que ça arrive, encore que des clients ouvrent des vieux projets qu'ils ont fait il y a longtemps, ils ouvrent leurs archives sur des projets RT77. Le TTH est encore capable d'ouvrir ces anciens projets. Il est capable aujourd'hui aussi de traiter des projets en RTX, RT 2012, et puis bien sûr RE2020. À l'intérieur d'un même projet, Visual TTH est capable d'utiliser ces trois réglementations sur un même projet. On verra pour répondre à une problématique qu'on verra juste après. Au-delà de l'aspect calcul, Visual TTH a aussi des capacités d'échange avec les maquettes numériques, au sens large. Alors là, j'ai mis le logo Revit, mais il n'y a pas que Revit. On est capable d'échanger, récupérer des informations dans un IFC, à travers un format qui est, alors vous connaissez peut-être moins de noms, mais qui est très très ancien et qui est présent dans beaucoup d'outils d'architecture, qui est le GBXML. GB pour Green Building, en fait, c'est un format qui est dédié au génie climatique, à la partie thermique. Donc pareil, on est capable de récupérer des métriques qui viendraient d'un GBXML. Si vous avez un outil d'architecture un peu exotique, typiquement, vous pourriez exporter votre maquette et la récupérer dans notre outil Visual TTH. Toujours un gain de saisie au niveau saisie des métriques. Et puis bien sûr la liaison directe avec Revit qu'on le conseille à nos clients, puisque c'est là où on a le plus de précision au niveau métrique, puisque les deux autres formats étant des formats plutôt américains, plutôt internationaux, les codes ne sont pas au nu intérieur comme le veulent les conventions françaises. Quand vous saisissez un métrait, un pont thermique, une surface, c'est au nu intérieur, alors que les conventions étrangères sont soit à l'axe des murs, soit au nu extérieur, ce qui n'est pas la même. Et surtout, dans tous les cas, Visual TTH propose de faire une liaison bidirectionnelle, c'est-à-dire que on va récupérer, si je prends l'exemple de Revit, on va récupérer les métraits de la maquette du bâti dans Revit, on va réaliser notre bilan thermique et on va réinjecter dans chacun des espaces de la maquette les puissances de chauffage, les puissances de clim et les débits de ventilation qui ont été calculés par Visual TTH. Pareil, un gain de temps, puisque derrière, toutes les étiquettes, si vous avez des étiquettes associées aux espaces, forcément, elles sont mises à jour avec ces informations-là. Et puis, quand je dis demain, donc un mois, 2 mois après, vous allez sélectionner les terminaux, les informations sont déjà dans la maquette. D'ailleurs, on a un outil aujourd'hui qui permet de récupérer ces puissances renseignées sur chacun des espaces et sélectionner des radiateurs en fonction du régime d'eau, en fonction du catalogue fournisseur qu'on a choisi, etc. Et qui va les placer automatiquement dans la maquette. Je le dis aussi souvent de le dire. Voilà. Donc on a des outils qui sont très en avance de ce côté-là, pour ceux qui sont aussi en avance par rapport à ces process. Parce que pareil, l'outil peut très bien, ces outils peuvent très bien être utilisés sans Revit, que ce soit l'outil de sélection de radiateur ou Visual TTH. Après, dès qu'on l'utilise en synergie avec Revit, on gagne du temps, on gagne en efficacité et on se concentre sur notre travail d'ingénieur et pas sur les tâches faites. Aller placer un radiateur, il n'y a rien de la règle est relativement connue et basique, un logiciel sait le faire assez facilement. Voilà. Alors, Revit a quelques capacités de calcul qui sont vite dépassées par rapport à vos besoins bureaux d'études et entreprises. Revit est capable de faire un calcul de bilan thermique simplifié. Je ne vais pas dénigrer ces calculs, puisque comme nous, il est basé aussi sur le cœur de calcul Énergie Plus, simplement que pour les déperditions, il n'est pas selon la norme européenne, donc du coup ça ne va pas, et il n'est pas capable de fournir des vraies notes de calcul, et au niveau saisie des apports internes, on a une certaine
granulométrie, enfin, granulométrie qui fait qu'on aura un peu de mal à saisir les informations. Dès qu'on veut faire du bilan thermique complet avec une note de calcul, enfin quelque chose de sérieux, on aura besoin d'outils complémentaires, notamment Visual TTH, la STD et les calculs alimentaires, même punition, hein, bien sûr, évite, c'est pas faire du tout. Hein. Alors, on attaque maintenant le vif du sujet, hein, donc quelques généralités de passage de la RT 2012 à la RE 2020. Donc on passe d'une réglementation énergétique à une réglementation environnementale. Hein. À des indicateurs énergétiques, on viendra y ajouter des indicateurs environnementaux. Et puis bien sûr, en face des indicateurs, la réglementation peut nous donner des objectifs, hein, des objectifs énergétiques qu'on en avait dans le passé, enfin le BBiomax, CEPmax, TICRF, vont persister, sauf pour le TIC bien sûr. Et aux objectifs environnementaux, on aura pareil, aux indicateurs environnementaux, pareil, la réglementation viendra nous donner des objectifs à respecter. Et c'est donc on a bien dans cette réglementation, cette RE 2020, deux volets, une étude énergétique et une étude environnementale, hein, souvent qu'on appelle aussi étude ACV. Et c'est bien l'ensemble de ces deux études, hein, qui sont quelque part indissociables pour vérifier la conformité à la réglementation, qui nous permettent de vérifier si notre bâtiment est conforme ou pas à la RE 2020. Hein. Voilà. Donc là, on se focalise sur la partie énergétique aujourd'hui, avec quelques débords, on va le voir avec l'IC Énergie, qui, comme son nom l'indique, est étroitement lié à l'énergie, mais qui est exprimé en CO2, peut amener des biais. Hein. Alors, on s'en doute, hein, à chaque réglementation, ça a toujours été comme ça, de la RT 2012 à la RE 2020, toutes les exigences ont été revues à la hausse. Hein, même si on ne s'en rend pas tout de suite compte, mais elles ont toutes été revues à la hausse. Quand je dis on ne s'en rend pas tout de suite compte, parce que en fait, on oublie souvent que je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le dire après, la RE 2020 revient sur la surface habitable, surface utile en surface de référence, avec la RT 2012 était sur la chaude, hein, donc une surface beaucoup plus importante. On a au minimum 10% d'écart entre les deux, et dans beaucoup de cas, on est plutôt entre 20 et 30%. Donc forcément, une valeur qui semble identique en objectif, je dis, dans les deux cas, par exemple en RE 2020, on me dit je dois avoir 50 kWh, et de l'autre côté, RT 2012, je dois avoir 50 kWh, ben, c'est le même objectif, donc l'exigence est la même. Non, dans un autre cas, dans le cas de la RE 2020, c'est 50 kWh par mètre carré de chab. Ça n'a rien à voir avec 50 kWh par mètre carré de chaude. Hein. En finale, on a 20% d'écart, on va dire. Hein. Donc, c'est pas négligeable. Donc, on a globalement déjà 20% dans la vue. Voilà. Alors, bien sûr, il y a une modulation sur les objectifs, mais à la première lecture, on a l'impression que c'est quasiment les mêmes. On a de nouveaux indicateurs. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du TIC qui a été remplacé par l'ADH, etc. Ça, on va revenir dessus. Bon, on a des postes complémentaires, hein, ce qui vient peser dans la balance. On a des postes en plus alors que l'enveloppe finale est quasiment la même qu'en RT 2012. Donc, ce qui fait qu'en finale, la RE 2020 est bien plus exigeante que la RT 2012. Il faut l'avoir pratiqué un petit peu pour se rendre compte. Et puis, bien sûr, cette étude ACV qui est loin d'être négligeable, hein, qui vient en plus. Alors, j'aime bien souvent replacer les étapes clés des calculs réglementaires, hein, sur le scénario d'un projet. Hein. Donc mon axe des temps, avec le moment où je dépose mon permis de construire, l'étude, hein, la phase projet de mon projet, le DCE qui aujourd'hui, enfin cette période un petit peu intermédiaire entre la phase étude et la phase travaux, hein, la réalisation des travaux et la réception des travaux. Donc avant le dépôt de PC, ça on l'avait déjà en RT 2012, on doit faire une étude de BBio. Hein, à fournir en même temps que le dépôt de PC. Mais en plus, sur cette RE 2020, on nous dit en plus du BBio, vous vérifiez que le confort d'été aussi est atteint et que la faisabilité. Alors, le confort d'été, autant le BBio, c'est que le bâti. Donc, les systèmes influent pas ou peu, enfin, je dirais d'une certaine manière, mais pas ou peu. Autant pour le confort d'été, forcément, les systèmes influent. Hein. Alors, pas directement, c'est pas la performance système, mais un ballon de CS dans le volume habitable, forcément, ça contribue au réchauffement. L'éclairage, les performances de l'éclairage contribuent aussi au réchauffement. Donc, en fait, de manière induite, dès le dépôt de PC, on sera obligé, à une certaine mesure, de saisir
le projet comme si on faisait un calcul de CEP. Hein. Même si la réglementation clairement ne nous l'impose pas, le DH va nous, quelque part nous l'imposer si on veut faire un DH qui tienne la route. Hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, dès le dépôt de PC, on va demander un R7, donc un rapport standardisé d'études thermiques, donc au format XML spécifique pour le ministère, à déposer sur le site du ministère pour produire l'attestation dépôt de PC. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, le DH nous oblige presque à faire cette étude préliminaire, mais de toute façon, dans tous les cas, on le sait, c'est du bon sens très tôt. Alors même si on ne le fait pas dès le dépôt de PC, en même temps qu'on fait le calcul de bio, mais très tôt, c'est une bonne chose de faire un calcul, une étude, on va dire, énergétique complète, hein, aller jusqu'au calcul de CEP complètement, dès le dépôt de PC, pour être sûr que les systèmes pressentis, enfin ce qu'on a prévu de faire, sera conforme. Surtout qu'on verra tout à l'heure qu'on a des exigences sur des systèmes qui mettent complètement à out certains systèmes, hein, qu'on avait l'habitude de mettre à la louche traditionnellement. Hein. Ça fait partie des petits pièges que j'ai mis en avant-dernière partie. Voilà. Le petit nouveau, enfin la petite nouvelle, c'est cette étude ACV. Hein. Le gros souci de l'ACV, c'est qu'on a besoin du détail des métrés. Hein. Et quand je dis métrés, c'est à peu près tout, hein, jusqu'à la robinetterie, jusqu'au joint de silicone derrière mon lavabo. Hein. Ce détail-là, on l'a qu'au moment où on a la phase des CE, c'est-à-dire quand on est en train d'élaborer les pièces écrites pour les passations de marché auprès des entreprises. Donc voilà. Donc souvent c'est à ce moment-là, on peut le faire un peu plus tôt, voilà. Mais typiquement c'est un petit peu entre les deux où on commence à avoir des informations, sachant qu'il s'agit qu'une étude préliminaire, hein, puisque on va dire les études qui font foi, ce sont les études finales, hein, que ce soit l'étude thermique ou l'étude SAV finale. C'est le bâtiment fini de construire avec effectivement ce qui a été mis en œuvre dans le bâtiment. On doit réaliser l'étude et vérifier qu'on est conforme. Hein. Tout ça, c'est du préliminaire. C'est juste anticiper les problèmes qu'on va avoir à la réception de travaux. Hein. Forcément, si on ne fait pas de calcul là et qu'on se retrouve non réglementaire ici, on ne va pas démonter la chaudière et puis la remplacer par une pompe à chaleur parce qu'on n'est pas conforme. Hein, ça va coûter très cher, vous imaginez bien. Hein, celui qui nous a vendu la chaudière, il ne va pas nous la reprendre. Je ne pense pas. Et puis il y a l'installation, etc. Donc, cette étude ACV préliminaire, pour les logements, on sait qu'on a un objectif sur la perméabilité à l'air, qu'on a toujours bien sûr en RE2020. Hein, donc, on va faire des études préliminaires au cours des travaux pour réaliser l'étude de perméabilité, enfin la mesure de perméabilité finale, pour vérifier qu'elle est bien conforme à ce que nous demande la réglementation. Pour les logements, la RE2020 nous demande aussi de vérifier le système de ventilation, ça fait partie des petites nouveautés, et de reprendre ces études préliminaires et de réaliser l'étude thermique et l'étude ACV finale pour intégrer tous les matériaux de construction, enfin tous les matériaux qui ont été effectivement construits, qui ont été utilisés pour construire le bâtiment. Je regarde juste combien vous êtes. Voilà, pas mal. On a pas mal de participants cet après-midi, c'est une bonne chose. Voilà. Bien. Alors, une fois qu'on a réalisé les deux études finales, on va pouvoir produire le RS2E, rapport standardisé d'études énergétiques et environnementales, dit fin de chantier, hein, dans lequel on englobe l'étude thermique et l'étude ACV. Hein. Et avec ça, on pourra, alors quand je dis on, en fait, vous avez le droit de la produire, mais vous n'avez pas le droit de la signer. Hein. C'est comme en RT 2012 ou presque, l'architecte, le bureau de contrôle, un diagnostiqueur immobilier dans le cas de maison individuelle, et le bureau de contrôle qui vérifierait par exemple la conformité du projet à un label. Aujourd'hui, c'est le petit nouveau qu'il y a par rapport à l'RT 2012. Voilà. Donc justement, quand on parle d'un donc là j'ai pris l'exemple de Cercal, mais ça peut être bien sûr un Promotelec ou autre organisme de certification par rapport à un label. Hein. À chaque étape, ils vont vous demander les éléments. Hein. Cercal, dès que vous dites je veux faire un label sur ce projet-là, bah, donnez-moi les études préliminaires. Hein. Et puis bien sûr, ils vont vérifier les études finales aussi. Hein. Voilà.
Voilà. Alors, quand on a la chance de pouvoir avoir notre projet sur une maquette numérique, eh bien, vous l'imaginez bien, tous ces métraits seront connus beaucoup plus tôt. Hein, donc, sur une maquette, en général, elle est détaillée un petit peu en avance. Donc, du coup, d'ailleurs, ça va être la base pour réaliser tout ce qui est listing de matériel, etc. Donc, souvent, on pourra réaliser une étude des CV de manière préliminaire. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les utilisateurs qui aujourd'hui ont moyen de récupérer les métraits pour faire l'étude ACV beaucoup plus tôt quand ils sont sur une maquette numérique. Donc ça, de manière induite, la maquette numérique risque de se valoriser aussi, va se valoriser aussi là-dessus. Ensuite, l'aspect des textes. Hein, donc sont parus, enfin on a eu différents textes. Hein, donc déjà les premiers textes ils sont parus à l'été 2021, arrêtés et décrets, qui concernaient exclusivement les logements, hein, avec un décret et un arrêté. Souvent le décret, dans les précédentes réglementations, n'avait pas grand-chose dedans à part les dates d'application. Hein. Là, en fait, les pouvoirs publics ont éparpillé les choses intéressantes entre le décret et l'arrêté, donc ça donne un décret beaucoup plus riche, pour des raisons purement techniques, parce qu'ils ont voulu que les exigences qui sont demandées, notamment en logement collectif, vous vous souvenez, en RT 2012, au début de la RT 2012, les logements collectifs avaient le droit à un petit bonus sur le CEP max, et puis ça a été prorogé encore 2 ans, puis aujourd'hui, à la fin de la RT 2012, on a toujours cette dérogation pour les logements collectifs. Parce qu'en fait, cette dérogation était dans l'arrêté, donc du coup, l'arrêté a été modifié pour le proroger. Et là, toutes les exigences, tous les objectifs ont été mis dans le décret. Et dans le décret, ça nécessite une procédure législative beaucoup plus conséquente pour les modifier. Donc, dans le décret, on va dire les exigences, avec, on le verra tout à l'heure, notamment des exigences au 1er janvier 2005, plus exigeantes pour les logements collectifs, qui ne pourront plus être modifiées comme ça a été fait dans le passé. Donc, on va dire que là, le législateur s'est autoprotégé sur une quelconque modification des objectifs qui s'est fixé dans cette RE 2020. Pour ça qu'il y a pas mal de choses dans le décret, hein, et bon, il y en a encore beaucoup dans l'arrêté, mais voilà. Donc les objectifs ici, par contre, tout ce qui est garde-fous sont restés dans l'arrêté. Les dates d'application, on a aussi quelques définitions qui viennent avec les objectifs dans le décret, mais sinon le gros des troupes, bien sûr, reste dans l'arrêté. Après ces 2 textes donc dédiés au logement, on a eu les textes dédiés au bureau et à l'enseignement, hein, donc les décrets voilà, donc les 2 décrets et arrêtés pour le logement, plus le décret du 1er mars 2022, qui apporte bon, quelques corrections sur ces textes, mais aussi surtout les exigences pour les bureaux et les enseignements. Ce qui nous a donné voilà. Ce qui nous a donné les exigences pour pouvoir réaliser les calculs réglementaires sur les bureaux et les enseignements. Maintenant, on se rend compte que dans la vie, on n'a pas que des bureaux, des logements et des écoles. Hein. On a aussi d'autres usages, les hôtels, les commerces, les restaurations. Aujourd'hui, la RE 2020 n'a pas encore fourni d'objectifs sur ces usages-là. Hein. Les travaux sont en cours, hein. On a eu confirmation avant l'été comme quoi les travaux sur l'élaboration de ces objectifs étaient bien lancés. Hein. La DHUP nous donne comme planning optimiste de leur propre, on va dire, mot, hein, en disant que, bon, optimiste voulant dire qu'on sera forcément plus tard, hein, pour une publication des textes début 2024 et pour une application au 1er juillet 1er juillet 2024. Hein, ça, c'est plutôt optimiste. Moi, j'ai traduit ça parce qu'ils ont vite fait de déraper de 6 mois, plutôt publication des textes à la rentrée 2024 et une application au 1er janvier 2025. Hein, j'imagine plutôt comme ça. Hein. Bon, on va rester sur ce qui nous a été dit parce que c'est pas vraiment une annonce, il a fallu leur tirer un petit peu les vers du nez pour avoir quand même un ordre de grandeur parce que on est tous demandeurs et vos clients aussi sont demandeurs. Voilà. Je construis un hôtel, à quelle sauce, enfin, quand est-ce que je serai assujetti à la RE 2020? Est-ce qu'il faut que je me presse? Est-ce que c'est assez souple? Hein. Donc là, a priori, rien ne va se faire avant, en tout cas au niveau date d'application, avant le 1er juillet 2024. Hein. Voilà. Il risque peut-être d'y avoir une parution en 2 temps, hein, parce qu'il y a certains usages sur lesquels ils sont déjà très avancés au niveau des travaux, l'élaboration de ces objectifs, comme par exemple les commerces, les crèches et les médiathèques, qui nous ont dit on est relativement avancé et
ça se peut que d'ici la fin de l'année, tout soit bien bouclé pour une vraie publication des textes début 2024. Donc ça se pourrait quand même qu'au 1er juillet 2024, on ait par exemple les commerces, les crèches et les médiathèques, et l'hôtel et la restauration un peu plus tard. Hein. Voilà. Donc une réglementation qui va sortir en plusieurs temps, on va dire. Les dates d'application, donc 1er janvier 2022, ça on a les logements. On verra dans les pièges que j'ai mis aussi, j'ai rappelé la définition de ce qu'on appelle un logement. Hein, donc il ne faudra pas tomber dedans. 1er juillet 2022, ça c'est aussi derrière nous, hein, ça fait un an maintenant. Tout ce qui est bureau, enseignement primaire et secondaire, donc vous devez largement avoir les premiers projets qui sortent là-dessus. 1er janvier 2023, donc ça c'était hier, c'était un cas particulier, c'était tout ce qui est habitation, enfin bâtiment légère de loisirs ou petits bâtiments ou des petites extensions, etc. Donc on a des exigences un petit peu particulières qui viennent se greffer dessus, et ça c'est applicable que depuis le 1er janvier 2023. Et puis j'ai rajouté ce matin donc 2024, 1er juillet 2024 avec 3 points d'interrogation, hein, l'application de la RE2020 aux autres usages. Donc pour bien marteler les choses, hein, aujourd'hui, on ne connaît les exigences que sur les logements, les bureaux et les enseignements primaires et secondaires. Hein. On les est hors hébergement, hors restauration de ces enseignements. Les exigences pour les autres usages sont en cours d'élaboration, mais par contre, on n'a aucune information dessus. Hein. Et les pouvoirs publics, d'ailleurs, les gardent plutôt secrètes pour éviter des arbitrages extérieurs qui viendraient influer éventuellement leur choix. Hein. Voilà. Du coup, du côté moteur CSTB, alors je tourne toujours un petit peu autour du même sujet, mais c'est des questions que certains clients rencontrent au quotidien. Hein. Comme on a les exigences que pour le logement, les bureaux et les enseignements, le moteur CSTB ne connaît que les exigences pour les logements, les bureaux et les enseignements. C'est une évidence, mais voilà, c'est important de le rappeler. Le moteur CSTB n'a pas les objectifs pour les autres usages, ce qui fait que pour les autres usages, si vous essayez de lancer par exemple un calcul RE2020 sur une restauration, eh bien vous allez avoir le BBioMax, le CPMax ou le DHMax qui vont sortir à 0, parce que le moteur CSTB ne connaît pas les objectifs. Il va faire le calcul de CEP parce qu'il intègre les scénarios d'usage, etc. Donc la méthode de calcul, les horaires d'occupation, etc., tout ça sont connus, mais les objectifs ne sont pas connus. Hein. Donc il le sort à 0, donc clairement, il y a un problème, hein, pour signaler comme quoi il y a un problème. Donc, de manière pratique, il nous est impossible d'anticiper une RE2020 sur un usage autre que les 3 qu'on a au-dessus, hein, logement, bureau et enseignement. Je veux anticiper l'application d'une RE2020 sur un hôtel, sur une restauration, sur un commerce, ça m'est impossible. J'avais une cliente qui m'avait questionné là-dessus et impossible de lui répondre parce que nous-mêmes, on n'a pas les éléments. On peut faire quelques calculs, hein, mais voilà. Après, à la grosse, on peut comparer une ERT 2012 à une RE2020. On imagine que ça sera un peu calqué. Hein. En ayant déjà pratiqué quelques projets bureaux, on peut transposer. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'ils nous réinventent des choses plus contraignantes ou moins contraignantes sur tel ou tel usage. Ça peut arriver. Hein. On voit par exemple les crèches en RT 2012, on sait qu'elles étaient vachement, enfin par rapport à la réalité du terrain, c'était vachement exigeant. Donc voilà. C'est toujours ça un peu le truc. Alors, ça amène un sujet, c'est que, eh bien, dans le cas d'une rénovation, alors j'ai pris le cas le plus complet, hein, dans le cas d'une rénovation avec une extension, eh bien, potentiellement, les 3 réglementations thermiques peuvent s'appliquer. Hein. Prenons l'exemple d'un bureau qui est en rénovation, la rénovation d'un bureau, sur lequel je vais greffer des extensions, avec, dans ces extensions, une partie bureau et une partie RIE. Eh bien, la partie réno, forcément, elle est assujettie à RTX. Hein. Par contre, la partie extension, c'est du neuf. Mais depuis le 1er juillet 2022, eh bien, les bureaux sont assujettis à RE2020. Donc, sur mon extension bureau, la partie usage bureau de mon extension, ça va être de la RE2020. Par contre, mon RIE, la RE2020 ne s'applique pas encore, parce que je n'ai pas les objectifs. Hein, on ne va pas me demander d'appliquer quelque chose sur les objectifs. Je suis encore RT 2012. Donc vous voyez que dans un même projet, que vous devez rencontrer assez régulièrement, parce que bon, des projets de rénovation avec des extensions, c'est assez courant, notamment sur les écoles et autres, peut-être moins sur les bureaux, mais souvent sur les écoles. Voilà, on peut avoir
du projet multi-réglementation. Et dans le TTH, vous le savez, hein, on est capable à travers la... bon, déjà, le logiciel va driver ça tout seul, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de la date de dépôt de PC et de l'usage de la zone, il va dire ça c'est de la RE2020, ça c'est de la RT 1012. En fonction de ce que vous avez mis dans la colonne variante, si c'est du neuf ou du rénové, il va appliquer soit la réglementation neuve, soit la RTEX. Hein, voilà. Donc ça, encore une fois, TTH a cette souplesse de pouvoir appliquer les trois réglementations, donc sur une même saisie avec des parois, des ouvrants que vous pouvez partager sur les trois on va dire, réglementations. Ce qui simplifie un petit peu la saisie, plutôt que d'avoir trois projets et trois logiciels différents. Hein. Alors, si je zoome maintenant sur la partie énergétique, ce que je vous disais tout à l'heure, l'élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, hein, chaque fois que vous avez une valeur sous les yeux, notamment quand vous comparez des résultats RT 1012 et RE2020, c'est de se dire, ça c'est par mètre carré de chaude, ça c'est par mètre carré de surface habitable. Alors après, quand on veut comparer, des fois on a moyen de truander un peu le moteur et souvent moi je mets la surface habitable sur le calcul RT 1012 et sur le calcul RE2020, ça marche que pour les logements, parce que pour le tertiaire, la RT 1012 recalcule une pseudo chaude à partir de la surface habitable, donc du coup on est biaisé. Hein, mais sur du logement par exemple, ça peut se faire assez facilement. Mais gardez bien à l'esprit, c'est que en RT 1012 on était sur de la chaude, en RE 2020 on est sur une surface habitable ou une surface utile. Hein, donc ça change on va dire les valeurs quand on les lit. Hein, quand c'est kilowattheure par mètre carré, c'est pas les mêmes mètres carrés. Hein. Ça fait un écart, je vous disais, entre 20 et 30%, ce qui n'est pas négligeable. Les garde-fous. Hein, je commence par là parce qu'avant de faire du calcul, il faut déjà vérifier si les garde-fous sont conservés. Donc, la perméabilité de logement est conservée. Hein, donc on a 0,6 pour les maisons individuelles et 1 pour les logements collectifs, mais il y a un petit bémol, hein, notamment une majoration en fonction du type de mesure, etc. Je vous l'ai rajouté juste après dans les pièges, hein, donc on va le voir. La moyenne des psi 9, ça vous connaissez, c'est conservé. Le ratio psi, c'est pareil, c'est conservé. La surface des baies en logement, ça c'est conservé. Surface ouvrante des baies, c'est pareil, c'est conservé. Les facteurs solaires des baies en RT 2012, c'était uniquement pour les locaux de sommeil. En RE20, c'est pour tous les locaux, sauf les locaux à occupation passagère. Hein, pareil, j'ai fait un petit slide là-dessus, parce que je me suis dit que nombreux d'entre vous allaient demander les slides, donc du coup vous l'aurez en pense-bête. Hein. Si vous voulez les slides, je vous invite à le réclamer auprès de votre conseiller commercial, un petit mail, un petit coup de fil, hein, pour récupérer les slides. Voilà, bon, les garde-fous, contrôle du réseau, le système de ventilation, donc ça c'est la petite nouveauté sur les logements. Hein. Voilà. Donc les évolutions des indicateurs, le BBO évolue avec notamment une prise en compte d'un besoin de froid. Quoi qu'il arrive, climatisé, pas climatisé, en fonction du bâti, le codeur de calcul, enfin la méthode, estime un besoin de froid. Voilà. Donc après, à nous d'optimiser le bâti pour minimiser ce besoin de froid. Personnellement, je n'ai pas encore réussi à trouver toutes les clés pour pouvoir le traiter correctement, et souvent d'ailleurs ça vient. Ça rejoint un petit peu ce que je disais au tout début sur les premiers slides, c'est que la RE2020 premier abord semble pas forcément plus exigeante que la RT 1012, mais en fait il y a plein de petits détails comme ça qui font que ça remplit la barque avec un objectif en face qui n'a pas été spécialement beaucoup grossi, hein, pour l'occasion, et la barque elle finit par couler, hein, et donc il faut mettre les ballasts pour enflouer. Hein, voilà, donc le BBO qui vient avec ce besoin de froid, hein, c'est pas un bug du logiciel s'il vous sort systématiquement un besoin de froid même s'il n'est pas climatisé. Ça, c'est un peu l'expérience de la RT 1012 où il y avait deux choses. Il y avait le fait que de passer vous vous souvenez, hein, les catégories CE1, CE2, c'était un petit peu tout ou rien. Et bien un projet qui avait du mal à passer, dès qu'on lui mettait de la clim, hop, il explosait tout, il était super réglementaire. C'était une aberration. Enfin, voilà, il y avait un saut trop important. Et puis deuxièmement, chose que je déplore un petit peu, c'est typiquement les bâtiments qui sont construits sans clim, et puis la clim est posée 3 mois après, quoi. Voilà. Donc, et puis ils sont partis aussi du principe que, on le voit à travers cet été où on a quand même des chaleurs où on va apprécier la clim comme pour les bâtiments qui sont climatisés, ou de toute façon
à l'avenir, on sait que le bâtiment, il risque d'être équipé d'un système de clim, hein, même si c'est pas installé 3 mois après la réception de travaux, même si c'est installé même 10 ans après. Je dirais, notre bâtiment, on s'y intéresse pas juste pour aujourd'hui, on s'y intéresse, comme l'étude ACV le prend en compte, sur une cinquantaine d'années en réalité. Il faut regarder à grande échelle, sur 50 ans, forcément, demain, notre bâtiment, il sera climatisé. Moi, quand j'étais plus jeune, les voitures n'étaient pas climatisées. Aujourd'hui, et ça c'est valable depuis les années 2000, on n'achète plus une voiture si elle n'est pas climatisée, ou moins on y regarde à 2 fois, quoi. Voilà. Donc c'est aussi se projeter dans l'avenir, dans la réalité de terrain, c'est que de toute façon ce bâtiment-là, dans sa vie, il y aura de fortes chances qu'il soit climatisé. Donc nativement, on vient demander à ce que le bâti soit performant de ce côté-là. Hein. Ensuite, au niveau CEP, on passe du coefficient conversion kWh/EF, énergie finale à énergie primaire, de 2,58 à 2,3. Du coup, ça vient un petit peu amoindrir les consommations électriques, mais c'est pas ça qui nous sauve. Hein. En réalité, j'ai jamais trop vu dans les calculs. Enfin, ça s'est pas beaucoup remarqué. Hein. Le CEP vient intégrer aussi une consommation de froid fictive, hein, comme le fait le BBio. Là, celui-ci est plus maîtrisable, plus rationnel, parce qu'en fait, il est directement lié à l'indicateur de confort d'été. Moins on est confortable en été, plus cette consommation de clim fictive est importante. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais qu'on soit climatisé ou non, quasi systématiquement, on fait aussi le calcul de confort d'été et on doit respecter ce confort d'été. C'est-à-dire qu'on soit climatisé ou non, eh bien, on doit respecter le confort d'été, hein, contrairement à ce qu'on avait en RT 2012 où si on avait la chance d'avoir un recours légitime à la climatisation, il n'y avait pas de souci, on oubliait le confort d'été. Là, sauf pour les IGH, où là, ça serait difficile de faire un confort d'été sans climatisation, sauf pour les IGH, les bâtiments doivent être conformes au confort, confortable en été. Ça veut dire que même sans clim, même si on coupe la consommation énergétique de la clim, eh bien mon bâtiment restera confortable, un minimum. Là où souvent aussi, tout de suite on parle RE2020, on se dit tiens, sur un projet de tertiaire, je vais sauver mon projet avec le photovoltaïque. Ça, c'est un réflexe qu'on peut avoir éventuellement en RT 2012. En RE2020, l'impact du photovoltaïque est beaucoup plus mitigé, hein, parce qu'en le photovoltaïque n'est valorisé qu'à hauteur de ce qui est autoconsommé. On va voir un exemple tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui est surproduit n'est pas soustrait de notre CEP, il est revendu et il ne profite pas au bâtiment, ce qui quelque part est logique. C'est une autre convention, un autre point de vue, hein, qui a été mis en œuvre. Donc, ne comptez plus sur le photovoltaïque pour sauver un projet. Hein, donc, pour ça, j'ai marqué impact surprenant, surtout surprenant par rapport à nos habitudes qu'on a depuis la RT 2000 quelque part. Hein. Non, la RT 2005, parce que le photovoltaïque était valorisable depuis la RT 2005. Donc, le CEP de rafraîchissement, hein, qui est pris systématiquement. Un poste complémentaire qui sont les mobilités, hein, tout ce qui est ascenseur, ventilation de parking, éclairage de parking, escalator, est pris en compte dans le CEP. Donc ça, dans certains cas, le poste peut ne pas être négligeable. Alors là, je n'ai pas dû bien faire une bonne saisie parce qu'il est quand même plutôt conséquent. En général, on est plutôt en dessous des 10 kWh. Hein, mais disons que c'est un poste en plus qu'on doit faire entrer dans l'enveloppe du CEP. Hein. Voilà. Un petit nouveau, alors je dirais que c'est un petit nouveau, mais qui va être en fait notre ennemi, parce que le CEP va être comparé au CEP max, et le CEP NR va être comparé au CEP NR max, qui lui est beaucoup plus exigeant que le CEP max, qui va être parce que le CEP NR, c'est la consommation de notre bâtiment sur lequel j'ai mis à zéro toutes les sources d'énergie renouvelables. Si j'utilise du bois, effectivement, j'ai une grosse partie qui va être mise à zéro, hein, pas de souci. Si je suis sur un réseau urbain qui utilise le NR, pareil, je vais être pas de souci. Maintenant, si je suis traditionnellement sur une pompe à chaleur, etc., hein, que je ne fais pas de système particulier, eh bien mon CEP mon CEP NR va être égal à mon CEP normal, hein, en face d'une exigence qui impose d'utiliser quelque part un peu d'énergie renouvelable. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui va être notre nouvel objectif.
Et quelque part, le CEP traditionnel devient un petit peu un garde-fou. Ça m'arrivait en formation de faire des projets avec une chaudière bois. En fait, on se rend compte que même pour la chaudière bois, ben, le CEPNR, forcément, il va être super bon. Par contre, c'est le CEP normal qui va prendre les devants en disant ouais, mais ta chaudière bois, elle n'est pas assez performante. Là, le CEP, il ne respecte pas le CEP max. Donc, du coup, ta chaudière bois, il faut quand même qu'elle ait un minimum de performance. Hein. Au point qu'il a fallu, pour être conforme, mettre une chaudière bois à condensation. Hein. Et ce n'était pas un problème de surdimensionnement de la chaudière, etc. Parce qu'on avait justement vérifié que tout était bon. Chaudière bois à condensation, c'est encore pas très courant. Hein. Ça se fait, ça existe. Hein. Le DH, donc parmi le TIC que l'on a depuis la RT 2000, qui était régulièrement décrié parce que c'était une pointe et pas un comportement moyen, etc., a été enfin remplacé par le DH. DH pour degré-heure d'inconfort en été. C'est le nouvel indicateur qui vient remplacer le TIC. Hein, donc, comme pour le TIC, hein, on calcule. Alors là, c'est pas sur une journée de type, mais sur l'ensemble de l'année, la dérive en température de notre bâtiment. Hein. Et on se fixe une température limite de confort, sachant que cette température de limite, elle n'est pas fixe. Elle dépend de la période dans l'année, c'est-à-dire début de l'été, elle va être plutôt faible, hein, et fin de l'été, elle va être plutôt élevée. Souvenez-vous, au début de l'été, quoique là, ça a été un peu... Ça n'a pas été évident non plus, on a eu un meilleur mois de mai que le mois de juin, etc. Enfin bon. Mais pour reprendre un scénario traditionnel, en général, les chaleurs arrivent tout doucement, on commence tout doucement à s'habituer, d'où une température limite plus faible, et puis plus avance l'été, plus on est habitué aux températures. Là, par exemple, il fait 26,5, là j'ai le thermomètre sous les yeux dans mon bureau. Oui, il fait chaud, mais bon, on veut dire, il aurait fait 26,5 d'un seul coup en plein hiver, on ne supporte pas. Hein. Là, je supporte à peu près correctement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une adaptation, donc c'est pris en compte sur cette température limite de confort. Et le DH, c'est quoi? C'est on vient sommer toutes les heures qui viennent, enfin, le nombre de degrés qui dépasse hein, cette température de confort, hein, et ça nous donne le DH. Et donc le DH ne doit pas respecter un DH max, qui est une valeur, j'ai trouvé relativement élevée, mais beaucoup de clients dans le sud de la France m'ont dit que dans le sud de la France, quand même, ça a amené un petit peu de conséquences et été amené à essayer de traiter les choses. Hein. Voilà. Donc les CCE3, c'est typiquement les IGH. Hein. Voilà. Une nouveauté sur le DH, c'est qu'on peut valoriser aussi l'inertie annuelle. L'inertie annuelle, c'est l'inertie du terre-plein typiquement. Hein. Donc dans ce DH, c'est pertinent de valoriser typiquement des maisons sur terre-plein ou des maisons semi-enterrées ou partiellement enterrées. Les catégories CCE1, alors je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais typiquement elles viennent remplacer. Donc catégorie CCE1, 2, 3, c'est les catégories de contraintes extérieures. Elles viennent remplacer les CE1, CE2, qui donnaient un effet de bascule. Hein, elles modulent dans une certaine mesure les objectifs à atteindre, mais comme on disait tout à l'heure, on est venu quand même gommer énormément tous ces effets de seuil qu'on avait avec CE1, CE2. Quelque part, on le remarque même plus, d'autant plus que le logiciel ExactTH les gère tout seul pour vous, en fonction de l'usage, l'exposition au bruit, la zone géographique, etc. Il gère pour vous les classifications CCE1, 2, 3, hein, comme il le faisait à l'époque pour le C1, CE2. Mais de manière générale, on est plus exigeant, puisqu'on disait tout à l'heure les facteurs solaires sur tous les locaux, garde-fou sur les facteurs solaires sur tous les locaux, plus exigeante aussi parce qu'on doit respecter le DH sur tous les usages, hein, voilà. Climatisé ou non climatisé, etc. Donc dans les nouveaux systèmes, on a certains titres 5, hein, ils sont au fur et à mesure en cours d'intégration, notamment moi, au niveau logiciel. J'ai quelques petits. Aujourd'hui dans notre logiciel, on n'a que les MTA, je crois, qui sont intégrés en titre 5. Hein. Il n'y a pas si longtemps, le cœur de calcul d'ailleurs était buggé, on ne pouvait pas valoriser. Hein, donc, là, ça va être mon travail de rentrer, de voir si les autres titres 5 ont bien été intégrés et se calculent bien avec Visual TTH. Les équipements de mobilité, on l'a dit tout à l'heure. Les brasseurs d'air, donc ça peut être aussi un moyen d'améliorer le confort d'été, sachant qu'un brasseur d'air est considéré comme un système. C'est-à-dire que les brasseurs d'air n'auront pas d'impact sur les besoins de clim sur le BBO. Hein. Souvent, les clients ont souhaité utiliser des brasseurs. C'est vrai que le brasseur d'air s'assimile un peu à un lustre, donc
un peu comme le bâti, c'est quelque chose de passif qui n'utilise pas forcément l'énergie à part le moteur qui tourne. Mais non, c'est quand même considéré comme un système et du coup, ça joue pas sur les besoins de climatisation du bébé, les besoins fictifs qu'on a vu tout à l'heure. La pile à combustible, ça c'est peut-être pour l'avenir. Hein, dans les entrailles du moteur, j'ai vu qu'il parlait pile à combustible, mais c'est pas encore visible dans la méthode proprement dit. Hein, donc, ça sera certainement à venir. Alors les pièges, qui serait peut-être la partie la plus pertinente pour vous, hein, la définition de ce qu'est un logement. Hein. On entend par partie ou usage d'habitation une partie comportant des logements, ainsi éventuellement que des parties communes. Okay. Là où il faut faire attention, pour ceux notamment qui font de l'hôtellerie avec une typologie, enfin avec, des chambres avec coin cuisine, salle de bain, pièces à vivre, etc. Donc ce que nous dit la réglementation, et ce n'était pas le cas dans les précédentes réglementations, hein, mais dans la RE 2020, on dit bien que les parties de résidence de tourisme comprenant des ensembles de locaux à usage privatif composés d'au moins un local de sommeil, une cuisine et un sanitaire, typiquement ce que je viens de décrire, hein, les appart-hôtels, etc., sont considérés comme étant à usage d'habitation au sens du président arrêté. Hein. Donc ça veut dire que ces appart-hôtels, enfin, s'apparenter à ce genre de choses, ça a considéré comme du logement. Donc la RE 2020 applicable depuis 1er janvier 2022, hein, et avec les exigences qui vont avec. Hein. Donc faites attention quand vous faites de l'hôtellerie, si on est sur une typologie ou une partie de l'hôtel qui est avec des chambres type appart-hôtel et puis une autre partie avec des chambres traditionnelles, hein, c'est à considérer comme du logement. Donc un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Après la définition aussi du logement collectif, à chaque réglementation, ils nous refont une définition différente, hein, donc vous l'avez aussi sous les yeux. Hein, bâtiment usage d'habitation, non, un logement collectif, bâtiment usage d'habitation où on prend strictement plus de 2 logements, partiellement ou totalement superposés. C'est-à-dire que si j'ai 2 maisons individuelles superposées, c'est encore considéré comme la maison individuelle, par exemple. Hein. Là, on vend strictement plus de 2 logements. C'est qu'à partir de 3 logements que je peux être considéré en logement collectif quand je suis partiellement ou totalement superposé. Hein. Bon, ça, c'est du détail, mais ce que je voulais surtout attirer votre attention, c'est surtout ce qui est appart-hôtel. Hein. Le Q4. Donc on nous dit, alors là je vous l'ai fait simple hein, parce qu'il y a différentes choses, mais on nous dit dans les textes que quand on mesure la perméabilité, si c'est une mesure par échantillonnage, eh bien la valeur doit être majorée de 20% avant la comparaison au garde-fou. Même punition, quand j'ai des travaux qui vont toucher à l'enveloppe, donc à la perméabilité après la mesure de perméabilité, eh bien je dois majorer cette mesure de 0,3 m3 avant de la vérifier, de la comparer au garde-fou. Ce qui nous donne, dans le cas de logement collectif et maison individuelle, hein, mesure directe, ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Mesure directe, j'ai les mêmes garde-fous, hein, enfin les garde-fous sont les mêmes, hein, 0,6 et 1, donc mesure directe, et j'ai pas de majoration. Par contre, si je fais une mesure par échantillonnage, alors c'est peu courant dans la maison individuelle, mais ça arrive. Hein, moi, une fois, j'avais une cliente qui avait un lotissement avec 50 maisons individuelles, forcément, ils vont peut-être pas faire la mesure sur les 50 maisons individuelles, ils vont faire un échantillonnage sur les maisons individuelles. Ça peut arriver, car il est relativement rare. Par contre, les logements collectifs, ça arrive assez couramment de faire une mesure de perméabilité par échantillonnage. Et là, du coup, si je dois majorer la valeur mesurée de 1,2, ça veut dire que la valeur mesurée ne doit pas dépasser 0,83. Hein. 0,83 fois 1,2, majoré de 20,2, j'arrive à 1, hein, si on fait le calcul à l'envers. Hein. Voilà. Donc, sur le logement collectif, le nouvel objectif de la mesure de perméabilité, c'est plus 1, quand je mesure par échantillonnage, c'est 0,83. Et puis alors là, si je viens cumuler les deux hein, avec les travaux après réception, bon, mesure directe, je suis à 0,70, puis alors mesure par échantillonnage, 0,58, qui est une valeur que vous avez difficilement. Hein. Donc c'est assez scabreux. Donc les travaux après réception, typiquement, après mesure de perméabilité, vous les bannissez. Hein. Vous faites tous les travaux qui touchent à l'enveloppe avant la mesure de perméabilité pour éviter cette pénalisation. Alors on parle de travaux prévus, c'est-à-dire que le mec qui va percer une porte dans son truc 2 ans après, ça c'est pas prévu. Hein. C'est des travaux prévus. Hein. À réception de travaux, il était prévu de faire, je sais pas moi, une percée là pour faire passer un tuyau pour l'eau chaude ou n'importe. Eh bien, ça c'est prévu parce que ça n'a pas été fait avant la réception des travaux. Vous devez appliquer une majoration de 0,3 m3
par mètre carré, hein, ce qui est très lourd, hein, très lourd. Donc ça, vous le faites faire avant les travaux coûte que coûte, hein, parce que sinon vous en sortez pas au niveau de la perméabilité. Hein. Voilà. Donc c'est là-dessus où il faut faire attention. Hein. Donc pour les logements collectifs, puisque c'est là où on peut avoir plus de loups, retenez 0,83 à la place de 1 hein, comme objectif de perméabilité. Les facteurs solaires d'effet, bon, le tableau, vous l'avez pour mémoire, c'est toujours un peu le même qu'on a depuis la RT 2005, peut-être même RT 2000. Mais là, la grosse nouveauté avec la RE2020, c'est surtout que les garde-fous s'appliquent à tous les locaux et tous les usages. Hein. Les seuls qui sont exclus, c'est les locaux à occupation passagère. Hein. Locaux à occupation passagère, j'ai rappelé la petite définition ici, c'est un sanitaire, une circulation. Hein. Une cuisine, c'est pas considéré comme un local à occupation passagère. Hein. Et non, en revanche, une cuisine, un hall comportant un poste de travail n'est pas considéré comme une local à occupation passagère. Hein. Donc ça, ce garde-fou s'étend à tout le bâtiment. Climatisé, donc climatisé. Hein, voilà. L'IC Énergie Max. L'IC Énergie Max, donc c'est la transposition de nos consommations énergétiques en kWh en CO2. Hein. Normalement, cet indicateur-là, il est calculé qu'au stade ACV. Mais dans le TTH, quand vous faites un calcul de CEP, il vous fait les consommations en kWh et tout de suite, il vous calcule une estimation du IC Énergie, parce qu'en fait, le calcul de CEP, c'est pas que du CO2, c'est aussi pléthore d'indicateurs à côté, mais dans le TTH, il fait que le calcul de CO2, et puis c'est une indication, il n'y a pas tous les détails qu'on peut rentrer dans la CV. En maison individuelle, on a dès aujourd'hui un objectif en IC énergie de 160 kg de CO2. Alors, dans l'absolu, comme ça ne parle pas beaucoup, mais on va voir tout à l'heure quelques exemples numériques. Gardez à l'esprit, c'est que ça met complètement à route le gaz. Hein. Pour les bureaux et les enseignements primaires et secondaires, on est à 200 kg de CO2. Alors, bien sûr, c'est un peu plus important, hein, on a 30% de plus, mais ça met à route aussi le gaz. Hein. Donc, pour la maison individuelle, les bureaux et les enseignements, thermodynamique, vous n'avez plus le choix. Hein. Même avec en maison individuelle, même avec un capteur, enfin un solaire thermique, etc., ça ne marche pas. Mince, pardon, j'allais trop vite. Donc, maison individuelle, bureau, enseignement, le niveau des gaz interdit le gaz. Hein. Pour les logements collectifs, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, en RT 2012, il y avait la petite dérogation. Là, on retrouve quelque chose d'équivalent un petit peu en RE2020, un objectif qui est un objectif qui est très fort, hein, qui vient interdire l'usage du gaz à travers les émissions de CO2. Alors, on parle du neuf, hein, on ne parle pas de la rénovation, donc les chaudières gaz, on risque d'en avoir encore longtemps pendant la rénovation, mais en tout cas, sur le neuf, il faut oublier. Alors après, peut-être de la chaudière hybride, enfin ça, j'ai pas fait de simulation dans ce détail-là, mais bon, je pense qu'on sera un peu limite, puis c'est quand même dommage. Donc, logement collectif 560, le gaz va encore passer facilement. Par contre, 1er janvier 2025, on voit qu'on passe à 260, ça devient beaucoup plus difficile de faire passer le gaz. Hein. Et c'est là que je vous disais, vous voyez, passage au 1er janvier 2025, où voilà, les pouvoirs publics ne veulent pas que ces objectifs-là soient modifiés. Hein. Donc en valeur numérique, une maison individuelle gaz, voilà, mon CEP il est conforme ou quasiment conforme. Hein. Par contre, mon IC énergie, on voit qu'il est complètement à la rue. Hein. 100% divisé par 2 mon IC énergie, j'y arriverai pas. Hein. Par contre, je prends le même bâtiment avec une solution thermodynamique, hein, une pompe à chaleur qui fait le chauffage et le CS, là je casse la baraque. Hein. Pareil pour les bureaux. Hein. On se dit, ouais, bureau, c'est 30% en plus, mais c'est pas 30% qu'il nous faut, hein, c'est 100%. Donc voilà, là je suis encore même moins bon en fait pour les bureaux. Donc, pareil, bon après vous voyez, je suis presque réglementaire, hein, je suis pas loin. Mais là je suis complètement à la rue sur l'IC énergie. Par contre, dès que je me mets des VRV, là, pas de souci. Bien sûr, en VRV, j'ai une meilleure consommation, mais surtout, le fait d'être sur l'énergie électrique plutôt que le gaz, j'ai une émission de CO2 beaucoup plus faible. Donc, faites attention à ça. Hein. Maison individuelle, bureau, enseignement, oubliez le gaz sur le neuf. Hein. Le photovoltaïque, on en parlait tout à l'heure. Donc là, à gauche, j'ai mon projet sans PV. À droite, j'ai mon projet avec PV.
j'ai installé du photovoltaïque qui produit 16 kWh à l'année, 16 kWh EP. Sur mon CEP, l'impact n'est que de 6 kWh. Et on voit poste par poste est soustrait en fait ce qui a été produit par le photovoltaïque et qui a été autoconsommé. Tout le reste, c'est considéré comme profitant au réseau, profitant à l'extérieur, mais ça ne profite pas à mon bâtiment pour être conforme. Donc ne comptez pas ou plus, ou on va dire moins sur le photovoltaïque pour sauver un bâtiment. Alors, en tertiaire, en thermodynamique avec de la clim, on peut imaginer que l'autoconsommation va être, mais bon, c'est pas non plus fulgurant. C'est pas fulgurant. L'impact du PV est bien plus modéré. Voilà. J'ai dit que je passerais vite sur la partie l'aérovaman en TTH. Ça, c'est plus de la pratique. Voilà. Donc on a intégré ça relativement bien sans bouleverser. D'ailleurs, beaucoup de clients nous disent le TTH évolue peu, etc. Mais on essaye aussi de le faire évoluer de manière modérée pour que vous puissiez justement traiter dans un même projet ces trois réglementations, une RTX, une RT 2012 et une RE2020, avec une même interface, etc. C'est fait exprès quelque part que les choses visuellement n'évoluent pas non plus pour ne pas vous perdre à chaque nouvelle version. Alors bien sûr, c'est nécessaire, là par exemple pour la RE2020, on a rajouté la colonne CEP mobilité, pour pouvoir enseigner les systèmes de mobilité. Au niveau formation, nos formations aujourd'hui sont certifiées Calliope. Donc, ce qui est pertinent pour vous, c'est que du fait qu'elles soient certifiées Calliope, elles peuvent se faire financer par votre OPCO. D'ailleurs, on est en train de préparer une communication en direction de notre client qui rappelle qu'aujourd'hui, notamment, il y a le FNE, j'en parlais ce matin avec ma responsable qualité sur les formations. Le FNE, la fenêtre de tir est très petite, est valable depuis le 1er juin et jusqu'au 31 décembre. Tous les contrats de formation que vous avez pris pendant cette période-là peuvent être financés. Alors, la plupart d'entre vous, la plupart de mes clients font moins de 50 salariés, peut être financé à hauteur de 70%. Parce que une des contraintes FNE, c'est transition écologique ou transition numérique. Tous nos logiciels sont dans les deux cibles. Voilà. Donc, toutes les formations que l'on propose sont éligibles au FNE. Et pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est 70% de la formation qui est prise en charge. Sans cotisation en plus, sans venir. Voilà. Après, vous pouvez avoir aussi en fonction du cas de figure, une prise en charge. Moi, je vois des formations, j'ai fait le point avec ma comptable encore ce matin, il y a des formations qui sont prises en charge quasiment à 100%. Alors, ils sont prises en charge à 99%. Pourquoi pas 100%, je ne sais pas. Ils ont fait une facture de 30 € au client. Mais voilà. Donc, pensez à ça. Au minimum au FNE, il suffit juste de demander une prise en charge auprès de votre OPCO et vous serez étonné des formations que vous pourrez suivre. Et souvent même, souvent vous êtes comme nous, vous êtes chez Atlas, le fait de former 3 personnes vous permettra d'avoir une prise en charge bien meilleure que de former que 2 personnes. Parce qu'en 3 personnes, on bascule automatiquement alors je ne sais plus comment ils appellent ça, en multi-entreprise, parce qu'on considère en fait, le co considère que vous formez plusieurs entreprises, comme si on formait plusieurs entreprises, c'est pas juste une personne, une entreprise, c'est une formation qui va bénéficier à plus de personnes. Et donc du coup, en fait, vous avez une couverture plus importante de la formation. Donc du coup, vous pouvez avoir un remboursement plus important. Voilà. Donc, après, n'hésitez pas. Nous, on a briefé notre équipe commerciale sur ce sujet pour qu'ils puissent vous guider et vous accompagner pour la prise en charge de vos formations. Donc, n'hésitez pas à nous consulter sur ces sujets-là. Et bien sûr aussi, allez voir sur. Voilà. Nous, on connaît, on est chez Atlas, on connaît les exigences et si vous êtes aussi chez Atlas, vous avez exactement les mêmes critères que nous et la même possibilité de vous faire prendre en charge. Alors, je dis ça parce que je fais former aussi mes équipes régulièrement et du coup, on est assez au fait aussi de ce sujet-là. Et il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas une responsable sur le sujet, donc du coup, on n'était pas forcément très alerte. Maintenant, voilà. Et je sais que chez vous, petite structure, vous n'avez pas forcément non plus les ressources pour gérer ça correctement, et on est capable de vous accompagner sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas. Voilà. On propose sur la RE2020 2 types de formations, mise à jour, ça c'est pour les clients
manipule au quotidien le visuel TTH pour faire l'alerte 1012, donc on vous donne que le delta, et la formation prise en main complète, où là, on va de la prise en main du logiciel jusqu'au calcul réglementaire complet, en traitant les 3 réglementations. Hein, parce qu'on part du principe que là, vous êtes nouveau ou arrivant dans un bureau d'études, vous avez besoin de la formation sur les 3 réglementations. Et là, voilà. Fin 2021, sur 2 mois, on a fait plus de 600 heures sur ces formations-là. Donc la formation de mise à jour, elle est sur 3 jours. Une première journée où on traite les généralités et la partie énergétique. Une deuxième journée où on va dans le sujet de manière théorique sur la partie ACV. Et une troisième journée où on met en pratique, on vient un petit peu sur la partie énergétique, mais de manière assez modérée, mais surtout sur la partie environnement. Voilà. Et la partie prise en main, donc on a la première journée de prise en main TTH, qui est à travers du bilan thermique. Une deuxième journée sur l'approche réglementaire du bâti, donc on commence à rentrer dans l'aspect réglementaire, on n'est pas sur la simplicité d'un bilan thermique, on va dire, on a tous les méandres du calcul réglementaire. Troisième journée, l'approche consommation, et puis les 2 jours suivants, les 2 jours qui restent, c'est pareil, la CV sur 2 jours. Voilà. Donc pour les formations, pour les prochaines dates, normalement il y a des dates qui devraient se dessiner sur octobre. On a eu pas mal de demandes courant cet été et avant les vacances sur les formations, notamment sur la CV. Hein, on voit que les projets sur la CV, notamment en tertiaire, commencent à tomber. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller commercial pour que, alors dans le doute, hein, vous pouvez envoyer un mail à info@suida.fr, mais normalement vous avez quelque part le numéro de téléphone ou l'email de notre conseiller commercial qui s'occupe de vous. Hein. Voilà.